Le meilleur de l'information sur Évasion Guinée. Bonsoir et bienvenue aux 20h d'Évasion Guinée. Tout de suite, les titres de cette édition. Le torchon brûle entre Malik Sankon, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, et Elhadji Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne. La tension entre ces deux hommes est montée d'un cran ce mercredi. Le leader de l'UFDG a rejeté la médiation judiciaire que lui propose le plaignant Malik Sankon, qui a fait part hier de son intention de retirer sa plainte pour diffamation par voie de presse. Les échos de cette affaire à rebondissement, c'est dans cette édition. Un nouvel accident de la circulation a fait dans la nuit de mardi à mercredi 4 morts, dont une femme. Les faits se sont produits à Imbaya, base militaire dans la commune de Matoto. L'excès de vitesse pourrait être à l'origine de cet accident dramatique. Et puis, journée internationale de lutte contre la drépanocytose, 5e du genre. La maladie tue chaque année environ 50 millions de personnes à travers le monde. En Guinée, le centre SOS Drépano Guinée a pour la circonstance procédé à la sensibilisation et à la vaccination de quelques drépanocytaires de type SS. Reportage à suivre dans ce journal. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire, encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Mais avant de développer tous ces titres, d'abord, le nouveau directeur régional de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et des sports de la capitale a officiellement pris fonction ce mercredi. C'était au gouvernorat de la ville de Conakry. Ibrahima Souaré compte s'investir auprès des jeunes pour qu'ils quittent le terrain de la violence et il succède ainsi à Nialé Condé qui cumulait jusque-là le poste à sa fonction de chef de cabinet du gouvernorat. La cérémonie a mobilisé les directeurs communaux de la jeunesse et des groupements de femmes autour du ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, Mamadi Kamsoko. Une passation de services riche en couleurs. Le poste de directeur général de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et des sports de Conakry a peiné à s'affirmer depuis le départ de feu Amadou Sadio Diallo Sader il y a de cela 3 ans. Et ces derniers temps, c'est l'actuel chef de cabinet du gouvernorat de la ville de Conakry qui faisait cumul de fonctions. La nomination donc de Ibrahima Souaré devrait susciter de l'espoir chez les nombreux jeunes. La directrice sortante fait déjà ses recommandations au nouveau promu. Son credo doit être désormais la défense de l'intérêt de la jeunesse de la ville de Conakry. Et pour cela, il devra développer son leadership, à savoir être jour et nuit au service de sa jeunesse. Cet administrateur civil, Ibrahima Souaré, vient diriger une jeunesse exigeante aujourd'hui frappée par le chômage et le sous-emploi. À ceci, il doit s'investir à fond dans la conscientisation de cette couche afin qu'elle abandonne le champ de la violence pour se tourner vers le développement. Ce qui doit prévaloir désormais, c'est l'amour de la patrie, de la conscience professionnelle et de la bonne gestion du patrimoine de la jeunesse. Je lance donc un appel solennel aux jeunes de quitter sous le sang de la violence, car la violence ne construit pas, elle détruit notre avenir. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture qui a présidé cette passation de service ainsi que le gouverneur de la ville de Conakry ont insisté auprès du directeur Souaré d'être à l'écoute des jeunes. Monsieur le directeur régional entrant, voyez toute cette jeunesse qui fonde son espoir sur vous. Vous devez relever ce défi. Cette jeunesse attend de vous des actes. Tout ce que je vais souhaiter à mon frère, le nouveau directeur, Souaré, bon sens et bonne compréhension avec tous les chefs de service. Cette cérémonie s'est achevée par la signature des procès-verbaux de passation et l'installation du nouveau directeur régional de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et des sports de Conakry dans ses nouvelles fonctions. Et puis nous vous en parlions dès hier soir. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale a annoncé son intention de retirer sa plainte pour diffamation par voie de presse contre le leader de l'UFDG. Malik Sankon veut, dit-il, préserver la paix et la quiétude sociale. Et en dépit de cette annonce, Elhadji Cellou Dalein Diallo s'est présenté au tribunal de première instance de Dixine, accompagné de certains leaders politiques venus le soutenir pour la circonstance. Le chef de file de l'opposition guinéenne a déclaré ne pas vouloir de la médiation judiciaire que lui propose le plaignant Malik Sankon. Par ailleurs, des heurts ont éclaté devant son domicile privé entre les militants de l'UFDG et certains citoyens. Reportage Fanta Conté.
Les militants de l'UFDG étaient mobilisés ce mercredi au tribunal de première instance de Dixine pour accompagner leur président. Elhadji Cellou Dalein Diallo était venu répondre à l'appel du procureur général suite à la plainte déposée contre lui par le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale pour diffamation. Dans une déclaration, le président de l'UFDG avait accusé Malick Sanko d'avoir payé, je cite, des loubards pour saccager des boutiques lors de la marche du 27 février de l'opposition. Après réflexion, le plaignant a décidé de retirer sa plainte pour, dit-il, des raisons de préservation de la paix et de la quiétude sociale. Mon client et sur mes recommandations, nous avons privilégié la médiation pénale. Et nous allons mener à bout cette procédure pour faire en sorte que cette procédure ne soit pas l'occasion pour certains Guinéens de faire une récupération d'ordre politique, d'ordre politicien, pour se livrer à des pillages dans la ville de Conakry. La partie civile opte donc pour une médiation, une procédure que refute Elhadji Cellou Dalein Diallo, qui se dit choqué par cette plainte alors que la justice n'a toujours pas identifié les auteurs présumés de la mort de ces militants tués pendant les différentes marches. Je lui ai dit qu'il n'est pas question de négocier ou d'organiser une médiation quelconque. Si la partie plaignante décide de retirer sa plainte, eh bien, écoutez, il n'y a pas de problème. Je suis choqué de voir le leader d'un grand parti politique comme l'UFDG, dont les militants ont été assassinés froidement, et les plaintes qui ont été déposées dans ce cadre n'ont pas eu de suite. Mais moi, il a fallu qu'on dépose une plainte contre moi pour que je reçoive une citation à comparaître. Nous nous sommes dit que le bon avocat, ce n'est pas celui-là qui gagne toujours les procès, mais au contraire, celui qui privilégie la médiation, celui qui cherche à rapprocher les protagonistes dans un procès donné. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et comme M. Moribo Doumbouya l'a dit, cela marchera. Au retour du tribunal de première instance de Dixine, des échauffourées ont éclaté entre militants de l'UFDG et certains citoyens jusque devant le domicile d'Elhadji Cellou Dalein Diallo, ce qui a entraîné la perturbation de la circulation. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour calmer les esprits. Bras de fer, Malick Sanko, Cellou Dalein Diallo, une affaire qui prend des proportions pour le moins inattendues. Et justement, dans la foulée de ces échauffourées, une délégation gouvernementale conduite par le premier ministre-chef du gouvernement s'est rendue au domicile privé du président de l'UFDG. Mohamed Saïd Fofana a saisi l'occasion pour inviter Cellou Dalein Diallo au calme et à la retenue. Le leader de l'UFDG a déclaré de son côté qu'il se retire du dialogue. C'était en présence de certains diplomates accrédités en Guinée. Reportage Ibrahima Souriari Yansane, Fanta Conté. Soucieux de la paix et la quiétude sociale, le Premier ministre, en compagnie de certains membres du gouvernement et des diplomates accrédités en Guinée, a effectué une visite au domicile du président de l'UFDG. Mohamed Saïd Fofana était venu constater de visu les dégâts causés suite aux échauffourées qui ont éclaté après le passage de l'Elhadji Cellou Dalein Diallo au tribunal de première instance de Dixine. Ces heurts ont opposé les militants de l'Union des forces démocratiques de Guinée aux populations riveraines d'un côté et de l'autre avec les militants et forces de l'ordre. Conséquence, l'UFDG, qui représente la première force politique de l'opposition guinéenne, a décidé de se retirer du dialogue politique. Impossible pour moi. Après l'agression dont j'étais l'objet, d'abord dans la rue, mais ensuite dans ma résidence privée, par les forces de l'ordre, qui sont sous les ordres donc du gouvernement de la République, avec lequel je suis censé dialoguer. Je ne peux pas aller parler avec eux dans ce contexte si les responsabilités ne sont pas situées et les décisions appropriées prises à l'endroit de ceux qui sont responsables de ces agressions. Pas de pertes en vie humaine, mais des blessés et des dégâts matériels importants. Voici le constat fait sur le terrain par le Premier ministre et la délégation qui l'accompagnait. Comme en démocrate, le leader de l'UFDG a joué à l'apaisement et invite ses militants à la retenue. Je veux les remercier pour leur solidarité et je comprends leur frustration. Parce que nous avons passé des jours à sensibiliser ces militants pour qu'ils comprennent que nous devrions être au dialogue. Nous devrions, une fois au dialogue,
faire des efforts pour qu'il y ait un consensus. Aujourd'hui, lorsque nous traite comme ça, je comprends qu'ils soient vraiment frustrés. Donc, je voudrais leur dire que je suis sensible à leur soutien, à leur solidarité, mais dans tous les cas, il ne faut pas attaquer, en tout cas, des innocents qui n'ont rien fait. C'est le gouvernement qui est responsable de ce qui est arrivé à travers les forces de l'ordre qui ont reçu certainement des instructions à cet égard. Le Premier ministre s'est ensuite adressé aux jeunes de Dixine qui étaient regroupés à proximité du domicile du leader de l'UFDG. Mohamed Saïd Fofana leur a demandé d'œuvrer pour l'unité et la réconciliation des Guinéens. C'est Cellou Dalein Diallo qui lance un véritable pavé dans la mare. Il ne reste plus qu'à espérer qu'on trouve un dénouement heureux à cette crise. Autre facette de l'actualité, un répertoire des femmes leaders de partis politiques est désormais disponible et décline le profil général d'une centaine de femmes leaders qui se battent aux côtés des hommes politiques. On retrouve aussi dans ce répertoire la synthèse des analyses de ces femmes sur leur participation à la vie politique guinéenne. Mohamed Malik Diallo nous en dit davantage. La participation des femmes aux processus électoraux en Guinée est d'une visibilité incontestable, une visibilité qui cependant souffre du mauvais positionnement dont elles font l'objet dans les instances de décision. C'est pour pallier à cette situation et redonner à la femme la place qu'elle mérite dans la société guinéenne que le National Democratic Institute a élaboré le répertoire des femmes leaders des partis politiques. Aujourd'hui, cet outil, nous l'avons lancé officiellement devant donc ces vaillantes femmes qui ont beaucoup de talent, beaucoup de capacités, mais qui sont peut-être cachées. Pour interpeller aussi les leaders des partis politiques quant à leur respect, quant au respect donc de leur engagement à positionner les femmes conformément donc aux dispositions du code électoral. Ce répertoire met en avant le profil général de certaines femmes leaders qui se sont illustrées au sein de leur formation politique, mais aussi leur propre analyse sur la participation des femmes en général dans la vie politique guinéenne. J'ai milité 10 ans dans un parti, je sais qu'il y a des femmes de valeur qui militent dans les partis et qui méritent d'avoir accès aux postes de décision à l'intérieur du parti et puis plus tard dans la vie tout court. Elles ont pris en compte beaucoup de paramètres et ça a permis de poser un diagnostic vraiment sur les activités des femmes dans les partis politiques en République de Guinée. Confinées dans la plupart du temps au rôle d'animatrices lors des événements et activités des partis politiques, ces femmes ont pourtant un tout autre rôle à jouer. Et pour ce faire, elles ont besoin d'être positionnées au plus haut niveau. C'est une grande responsabilité pour les partis politiques parce qu'il ne s'agit pas simplement de meubler des listes pour les meubler. Donc nous avons le devoir de former les femmes pour que, effectivement, qu'elles puissent bénéficier de tous les efforts qu'elles font à la nation. Le répertoire des femmes leaders des partis politiques est un outil de promotion de la femme guinéenne à travers quelques-unes de ses représentantes sur le terrain politique. Il constitue aussi un plaidoyer en direction des acteurs politiques, des institutions républicaines et des partenaires au développement pour qu'ils prennent en compte les préoccupations des femmes et appuient leurs efforts. Autre fait marquant de l'actualité, le projet de construction de la microcentrale hydroélectrique de Keno à Guékédou a officiellement été lancé ce mercredi. Les acteurs concernés étaient réunis pour la circonstance. La réalisation de ce projet devrait permettre de réduire la pauvreté à travers les activités productives et l'amélioration des services sociaux de base. Pour ce faire, l'utilisation des énergies renouvelables est vivement recommandée. Sarah Camara nous en dit plus. Selon des études réalisées par des experts, près de 2/3 des populations défavorisées en zone rurale et périurbaine des États de la CEDEAO ne bénéficient d'aucune forme d'énergie moderne. Suite à ce constat, il a été question d'encourager l'utilisation des énergies renouvelables dont regorgent les pays comme source d'énergie potentielle pour les populations. La construction de la microcentrale hydroélectrique de Keno a pour but d'assurer la disponibilité d'une alimentation électrique fiable et durable de la préfecture de Guékédou et environ. Le barrage qui doit être réalisé à Guékédou est un micro-barrage pour une puissance de 0,8 MW. Vu l'importance des agglomérations autour de ce barrage et qu'il y a un manque énorme et criard de production énergétique, l'étude de faisabilité a été reprise. Ce qui fait qu'aujourd'hui,
La puissance de ce micro-barrage est portée à 2,1 MW. Les populations des zones rurales et périurbaines ont pour recours des énergies fossiles, telles que le pétrole pour l'éclairage et les bois pour la cuisson. Le ministère d'État en charge de l'énergie, pour sa part, compte s'appuyer notamment sur le potentiel à mini et microcentrales pour élaborer un programme d'électrification de ces zones. Le chef du projet et le ministère de l'Énergie, on va dégager un chronogramme qui va détailler toutes les composantes à réaliser et dans le temps. Il y a un site plus puissant de 8 MW que nous avons prévu pour avoir un réseau qui va relier Dekedo, Kessidou et Massanta. Le développement du potentiel de Kéno vise à promouvoir d'une part la dynamisation des activités productives de Gekedou et d'autre part favoriser le développement des ressources de santé, de l'éducation et surtout améliorer les conditions de vie des populations. La solution de la desserte en électricité des populations doit passer impérativement par le développement des infrastructures hydroélectriques. Voilà un avantage. Donc on aura de l'électricité à moindre coût et tout le temps. La visite sur le site par les acteurs concernés est prévue en fin de semaine. Le COPAD, Pan-African Council for the Promotion of Peace and Development, a organisé ce mercredi une conférence de presse à Conakry. Au centre de la rencontre, l'annonce de la remise du prix africain pour la promotion de la paix et le développement 2012 au chef de l'État, un satisfecit dont sera gratifié professeur Alpha Condé pour, dit-on, les actes posés depuis son élection et ses efforts en faveur de la paix sur le continent. Et là, Jouma Abari nous en dit davantage. Il s'agit de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, qui a été choisi par la jeunesse africaine comme le leadership de la promotion de la paix et le développement de l'année 2012. Ce prix destiné au chef de l'État est une distinction honorifique sur les actes que le professeur Alpha Condé a eu à poser en Guinée, notamment l'atteinte du PPTE, l'unicité des caisses, la réforme de l'armée pour ne citer que cela. Le secrétaire général de cette organisation panafricaine qualifie de modèle le parcours du président de la République. Le prix qui a été décerné au professeur Alpha Condé est loin d'être une plaisanterie. Ce n'est pas le COPAD qui a choisi le professeur Alpha Condé, c'est la jeunesse africaine. Nous avions consulté les membres des ONG, des associations, et c'est eux-mêmes en majorité qui ont porté le choix sur le professeur Alpha Condé. Il est temps de reconnaître nous-mêmes les mérites de nos personnalités. Cette conférence de presse vient porter à la connaissance de l'opinion de l'annonce de la remise officielle du prix africain au chef de l'État pour la promotion de la paix et le développement 2012. Pourquoi le COPAD a initié ce prix? Il est très important pour nous aujourd'hui, très important, que lorsque nous voulons parler de paix, lorsque nous voulons parler de développement en Afrique, il est très important pour nous de s'appuyer sur les modèles. Et ce sont ces modèles-là qui doivent nous servir de repères, non seulement pour des générations présentes, mais aussi pour des générations futures. C'est très important. Cette distinction rentre dans le cadre d'un grand hommage à un illustre fils de l'Afrique, à en croire le secrétaire général. C'est un hommage pour la grande disponibilité en faveur de son pays et du continent. Toutes mes excuses pour mon anglais fort peu séduisant. La suite de ce journal avec ce coup de filet des agents de l'escadron mobile numéro 2 de Amdalaï. Ils viennent de mettre aux arrêts 2 hommes spécialisés dans la falsification de documents administratifs. Ils auraient été pris en flagrant délit avant d'être présentés à la presse ce mercredi. Les 2 hommes ont reconnu certains faits qui leur sont reprochés. Les précisions dans ce reportage de Mfali Guilavogui. Abdoulaye Yansani et Mohamed Lamine Yansani, multirécidivistes, ont été pris en flagrant délit pour confection et falsification de faux documents administratifs. Ils ont été interpellés par l'escadron de gendarmerie numéro 2 et ce sont des documents très précieux qui ont été saisis sur les 2 hommes. Des attestations de baccalauréat uniques, des diplômes de licence en sociologie, des diplômes d'état de docteur en médecine, des cartes d'identité nationale vierges, des relevés de notes de bac, des certificats de résidence, des certificats de nationalité, des certificats de visite et contre-visite,
des casiers judiciaires, des timbres, des multitudes de cachets de ministres et de directeurs, des badges, des bulletins de salaire, des certificats d'immatriculation fiscale. Abdoulaye Yansani, inspecteur de police, et Mohamed Lamine Yansani ont reconnu certains faits qui leur sont reprochés. J'ai fait la carte d'identité parce que je suis inspecteur de police. Dans la vie, je ne fais rien, seulement à occasion seulement que je l'ai fait. Casier, oui, c'est moi qui a fait ça. 2 casiers seulement, c'est Léoné qui a fait ça, mais lui il est parti. Il y a 8 mois de cela, il est parti. Les 2 hommes, sous peu, pourraient être traduits devant la justice et les responsables de la gendarmerie, d'ores et déjà, se montrent déterminés à mettre hors d'état de nuire les hors-la-loi. Ces présumés coupables seront traduits devant Monsieur le procureur de la République pour association de malfaiteurs, falsification de dossiers administratifs, le blanc-seing, faux en écriture. Les missions de la gendarmerie continuent. Et les malfaiteurs sont déjà dans nos annuaires. Quelle que soit leur position, nous allons les traquer et les mettre à disposition de la justice. Les 2 frères ont été interpellés à Kouliwondi, commune de Kaloum, dans la famille de Feu Momo Yansani. Une action qui relance de plus belle la problématique de la falsification des faux documents administratifs. Je vous le disais en titre, un chauffeur d'une Renault Mégane s'est encastré dans un camion remorque. Bilan, 4 morts, dont une femme, et des dégâts matériels importants. L'accident s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi à Imbaya, base militaire. C'est dans la commune de Matoto. Sur place, les témoignages recueillis font état d'un excès de vitesse qui serait à l'origine de cet accident. Les explications dans ce reportage de Gao Bachir. C'est une Renault Mégane immatriculée RC 3045Y en provenance de la ville via l'autoroute qui s'est enfoncée dans un camion remorque Bruxelles en vente. Il était stationné à quelques mètres de la route. Bilan, 4 morts sur place, dont une femme. Le chauffeur qui roulait à vive allure, selon certains témoins, aurait perdu le contrôle de la voiture. Les dégâts sont importants. La Renault Mégane irrécupérable. L'accident s'est passé à 2 h du matin. Il y avait eu 4 personnes dans le véhicule. Toutes les 4 personnes-là ont rendu l'âme. Il y a eu même un qui a perdu sa bouche, l'autre le cou. Bon, finalement, ils ont retiré le véhicule dans le camion. Bon, juste maintenant, là, il n'y a pas eu d'intervenant, pas d'intervention. Aucun militaire n'est là, aucun gendarme n'est là. Il n'y a pas eu de constat aussi. Selon les dernières informations reçues, le chauffeur de la Renault Mégane qui se trouverait dans le coma devrait être évacué ce mercredi matin pour des soins intensifs. Une fois encore, l'excès de vitesse et l'absence de centre de visite technique automobile viennent de faire de nouvelles victimes. Alors, vivement les solutions appropriées pour conjurer un tel scénario. Et oui, des images difficiles à soutenir. Voilà qui nous tend la perche pour aborder la problématique de la circulation des gros porteurs. Dans la capitale, il faut dire que les gros porteurs et autres camions remorques seraient à l'origine des embouteillages et surtout de nombreux accidents de la circulation. Des accidents parfois dramatiques qui relancent le débat sur le respect de la mesure interdisant la circulation des gros porteurs justement pendant la journée. Une mesure qui du reste peine à être appliquée. Alors, comment expliquer cette situation? Élément de réponse dans ce reportage signé Ben Marcella. C'est au lendemain d'un accident dramatique de la circulation qui a coûté la vie à une vingtaine de personnes à Dabondi que les autorités politiques ont pris des mesures pour réglementer la circulation des camions remorques et autres gros porteurs à Conakry. 10h30 à 15h et de 19h à XR, tels ont été des horaires indiqués pour la circulation des camions du port autonome jusqu'à une destination. La mesure est-elle appliquée? Les heures de la circulation des camions sont respectés. De 10h30 à 15h. La descente maintenant, à partir de 19h30 jusqu'à 5h du matin. Mais j'ai toujours dit qu'il y a des camions qui ravitaillent les magasins de Madina, de Bambeto, de Matoto le jour. Autant les camions sortent du port de 10h à 15h, il y a les autres camions qui sillonnent entre les différents magasins, qui quittent la cimenterie, Moulin de Guinée ou autres là, pour venir ravitailler les magasins le jour, en haute banlieue. Ces camions-là sont interdits à Kaloum.
Aux yeux des usagers, ces mesures ne semblent pas être respectées parce qu'il y a des camions qui circulent toute la journée à Conakry et qui causent des dégâts et provoquent des embouteillages dans la circulation. Les gens confondent toujours, dès qu'il y a un accident de circulation par le gros porteur, les gens pensent que c'est les camions de port. J'avoue que les camions de port font rarement les accidents mortels dans l'année. Mais il y a beaucoup de sociétés ici qui ont des camions. Donc quand les camions là font l'accident, les gens vont penser que c'est les camions de port. Alors que tout n'est pas camion de port. Comme l'accident qui vient de se passer à Nongotadi. La problématique de la circulation des camions transporteurs de marchandises à Conakry a fait l'objet de plusieurs rencontres entre la police routière, la Direction nationale des transports terrestres, les élus locaux et les syndicats des transporteurs. Mais la décision peine toujours dans l'application. Une situation qui serait due à des facteurs économiques, surtout à la paralysie des activités du port autonome où des conteneurs attendent d'être transportés et des navires déchargés. Changeons de décor pour aborder le volet sanitaire de cette édition. Mais avant de revenir sur la journée internationale consacrée à la lutte contre la drépanocytose, je vous annonce que nous avons dans ce studio un invité de marque. Il s'agit de Dr Ben Youssouf Keita. Il est médecin interniste, spécialiste en chirurgie digestive. Bonsoir, docteur. Bonsoir, M. Ibrel. À tout à l'heure, je vous propose les faits et on revient avec vous sur le plateau. Ouvrons, comme je vous le disais tantôt, le chapitre santé de cette édition. La journée internationale de lutte contre la drépanocytose, instituée en 2009 et célébrée le 19 juin de chaque année. Cette maladie génétique touche près de 300 millions de personnes dans le monde, dont la plupart se trouvent en Afrique subsaharienne. La drépanocytose, tous concernés, est le thème choisi pour cette 5e journée. En Guinée, l'occasion a été mise à profit pour sensibiliser et vacciner les drépanocytaires de type SS, une initiative du centre SOS Drépano Guinée. Reportage à Giratoba. Un vaccin de pneumo 23 pour protéger cet enfant de 6 ans contre les infections pulmonaires et méningées. Tian Amidou Baldé est drépanocytaire de type SS depuis sa naissance. Cette maladie héréditaire, également appelée anémie falciforme, affecte au moins 300 millions de personnes, dont 300 000 naissances de type SS à travers le monde. Cette maladie se manifeste notamment par des anémies fréquentes, des crises, des douleurs osseuses dues à l'obstruction des vaisseaux sanguins. L'on note aussi un retard de la croissance. Mais jokki traitement men si vient ko hebi do 9 mois mais andi mo mari nawnare le nawnare makko ko. Mon enfant a commencé à tomber malade quand il avait 6 mois. C'est quand il a eu 9 mois que nous avons su qu'il était drépanocytaire SS. Il s'évanouissait, manquait de sang. Nous le traitions à Fria, mais depuis la grève de l'usine, nous sommes obligés de l'amener chaque fois à Conakry. Même fuɗɗi ke au mois passé ɗo min arno min waɗani mo ga consultation. Je suis drépanocytaire depuis 1988, depuis ma naissance. Je ressentais la douleur au niveau de mon dos, parfois au niveau des hanches, parfois les mains ou bien les pieds. Il y a des moments que je n'arrive même pas à bouger. J'ai rencontré beaucoup de difficultés quand j'étais en train d'étudier. Bon, parfois j'arrive à tomber malade pendant 1 semaine sans aller à l'école, parfois 2 semaines, voire même 1 mois. Cette maladie m'empêche d'aider ma maman, sortir avec les amis ou partir quelque part, surtout dans la saison pluvieuse. Par mois, je peux partir à l'hôpital 2 à 3 fois. Je regarde mon taux d'hémoglobine d'abord pour voir l'état de mon sang. Après, on commence les traitements. La drépanocytose, c'est d'abord la maladie de l'ignorance. Ignorance des parents porteurs sains non dépistés avant le mariage. C'est la maladie de la douleur. Douleur parfois d'une telle intensité que l'enfant demande à ses parents ou au médecin de lui couper le membre qui lui fait mal. La drépanocytose, c'est aussi la maladie de l'appauvrissement familial. Un drépanocytaire, c'est un malade en charge à vie depuis sa naissance, exposé à tout moment à des complications graves et à la mort.
Selon Dr Mamadi Dramé, au moins 1 millier de personnes atteintes de drépanocytose se sont présentées à son centre depuis 2008. Mais vu ses maigres moyens, la prise en charge n'est toujours pas facile. Aujourd'hui, cet espace est insuffisant pour recevoir le nombre de malades de plus en plus grandissant. Nous avons besoin de disposer d'un appareil d'électrophorèse, comme je l'ai dit, et d'un automate d'hématologie pour le diagnostic et le suivi des malades. Ceci, les moyens de notre centre ne nous permettent pas de faire face à de telles dépenses. Des préoccupations qui semblent être tombées dans de bonnes oreilles. Les préoccupations qui ont été citées ici seront transmises à l'autorité compétente et je suis convaincu que des réactions très futures se feront ressentir. En attendant, ce vaccin symbolique et la sensibilisation restent la seule arme dont dispose le centre médical SOS Drépano Guinée. La drépanocytose, cette maladie à vie, peut entraîner des complications graves et tue environ 50 millions de personnes par an à travers le monde. Chose promise, chose due. Maintenant, place à l'invité de ce journal. Docteur Ben Youssouf Keita est médecin, interniste, spécialiste en chirurgie digestive. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, que vous inspire la Journée internationale de lutte contre la drépanocytose? Déjà, à l'entame de cette édition, vous avez dit que la drépanocytose était une maladie génétique. Ce qu'il faut ajouter, c'est qu'elle est héréditaire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir la drépanocytose si un des parents, soit papa ou maman, ou grand-papa ou grand-maman, n'a pas souffert de drépanocytose. Alors, vous avez ajouté qu'elle affecte plus de 350 millions de personnes, surtout au niveau de l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que c'est une maladie qui attaque les Africains. Les Africains. Effectivement, c'est une maladie africaine en général. Est-ce que c'est une maladie oui. africanisée? Oui, c'est une maladie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, elle handicape. Surtout, elle handicape en ce sens que cette maladie déforme les globules rouges du sang. Alors justement, quels sont les symptômes de cette maladie? Oui, les symptômes de cette maladie, comme je vous le disais, comme ça déforme les globules rouges, cela affecte le fonctionnement de ces globules rouges qui servent à transporter l'oxygène. Et quand il y a manque d'oxygène, effectivement, il y a hypoxie, on se fatigue, on a des douleurs, et quand ces globules rouges mal formés s'agglutinent, ça provoque effectivement des douleurs intenses au niveau des articulations, au niveau des extrémités, tant chez les petits-enfants que chez les adultes. Alors, dernière question sur cette pathologie qu'est la drépanocytose, qui tue environ 50 millions de personnes par an à travers le monde. Que peut-on faire pour lutter efficacement contre cette maladie? Bon, pour lutter efficacement contre cette maladie, il faut d'abord lutter contre les processus déclenchants de cette maladie en Afrique. La première des choses, c'est le moustique, c'est-à-dire le paludisme. Quand il y a paludisme, vous êtes attaqué par moustique anophèle femelle, vous êtes paludéen, vous faites votre crise, vous avez beaucoup de globules rouges qui sont détruites, cela vous provoque une anémie, et ensuite, cette anémie provoque la fatigue, et quand ça s'agglutine, ça vous provoque des douleurs. Donc, il faut d'abord lutter contre les moustiques, c'est-à-dire hygiène. Et deuxièmement, les facteurs favorisant la sickle cell anémie, qu'on appelle la drépanocytose, c'est généralement les mariages consanguins. Parce que il faut savoir qu'il y a deux types de drépanocytose. Il y a le type SS, c'est-à-dire homozygote, qui est très douloureux, et le type AS, qui est pratiquement très douloureux ou sans manifestation. Marginal, en quelque sorte. Exactement, marginal. Alors, ce qu'il faut, c'est non seulement éviter de contacter le paludisme, et ensuite prendre un des soins hygiéniques et favoriser la régénération des globules rouges par la prise régulière de l'acide folique. Alors, dernière question, autre maladie qui fait la une de l'actualité, c'est l'épidémie de choléra. Alors, le gouvernement, pour faire face à cette situation, a décidé de réhabiliter les agences chargées de l'hygiène alimentaire dans les 5 communes de la capitale. Est-ce que c'est une stratégie qui peut s'avérer payante, à votre avis? Affirmatif. Il faut savoir la cause de la crise de choléra ou de l'épidémie de choléra. On appelle choléra maladie des mains sales. Et c'est une chaîne. Il y a 3 éléments qui concourent au déclenchement
du choléra, quels sont ces trois? Premièrement, l'insalubrité, deuxièmement, la promiscuité, et troisièmement, le manque d'hygiène personnelle. N'oubliez pas que c'est une maladie bactérienne et se transmet de l'homme à l'homme à travers les selles, à travers la boisson souillée, à travers les aliments souillés. Donc, ces dispositions prises nous permettent effectivement d'éviter cette épidémie qui peut tuer très rapidement en quelques heures. Merci beaucoup, docteur Ben Youssouf Keita. Je rappelle que vous êtes médecin interniste spécialiste en chirurgie digestive. Je rappelle aussi que vous avez servi dans les hôpitaux de Paris, notamment à l'hôpital Saint-Antoine. Vous parlez aussi anglais, français, espagnol, portugais et pratiquement toutes les langues du pays. Bref, un véritable polyglotte. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres dans cette édition. Vous restez avec nous car ce qui suit va certainement vous intéresser. C'est toujours le volet sanitaire de cette édition. C'est une pathologie très rare, pour ne pas dire énigmatique, dont souffre Fatoumata Sissoko, une fillette dont la particularité de la maladie a plongé sa famille dans une profonde inquiétude. Ses parents, qui attendent désespérément une guérison, lancent un appel pressant aux personnes de bonne volonté et aux autorités. Marie-Sheila Fofana s'est associée à cet élan de compassion. Reportage. Fatoumata Sissoko, une petite fille âgée de 2 ans et demi, se trouve aujourd'hui dans un état déplorable. Elle est presque défigurée. La petite Fatoumata souffre d'une pathologie assez rare que les médecins n'ont pas pu identifier. La mère, sous le choc, revient sur les premières minutes de la souffrance de son enfant. Il faudrait me dire ce tourné à ça. Cette maladie a commencé un soir. Mon enfant a eu les yeux rouges. Je l'ai envoyé à Donka. Les médecins ont demandé de faire le scanner, mais on n'a pas les moyens. Malade depuis 4 mois, la petite fille ne s'alimente presque pas. Elle n'est capable de boire que de l'eau et du jus. Les parents de Fatoumata Sissoko lancent un SOS pressant. Regardez ma fille, elle a trop souffert, elle dort pas la nuit. Je demande de l'aide à Alpha Condé et aux bonnes volontés. SOS pour la petite Fatoumata Sissoko. Bon vent à cet enfant qui souffre énormément. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui nous suivez à travers le monde sur le www.groupeevasionguinée.info. Excellente suite de programme en notre compagnie. Bonsoir à tous et à toutes.